Voilà, on se présente. Vous connaissez déjà, parce que tout à l'heure vous étiez déjà là, c'est ça? Je connais pas juste les deux demoiselles. Bon, ben, on va vite se présenter alors. Oui, hein. bien sûr. Donc moi je m'appelle Sylvie Dubois, je suis un vieux médecin. Voilà, je suis pneumologue. C'est les meilleurs. Non, je suis pas pneumologue. Je suis pneumologue et puis depuis 15 ans j'exerce en soins palliatifs, d'abord en USP, en unité de soins palliatifs, ensuite au réseau de soins palliatifs et maintenant à l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital d'Aix et ici. D'accord. Voilà. Moi, Laurence Soudoz, donc je suis infirmière en tout premier lieu. Et donc moi j'étais plus intéressée par la douleur et le soin palliatif, donc j'ai fait mon DU douleur en 2004 et mon DU soins palliatifs il y a 2 ans maintenant, et du coup ça aide beaucoup à prendre en charge nos patients au domicile, tout ce qui concerne douleur et soins palliatifs. Voilà. Donc vous dites qu'il n'y a que 2 personnes que vous ne connaissez pas, c'est ça? Vous vous présentez toutes les deux et puis après on fait un petit tour quand même. Moi je suis en première année de formation d'assistant de service social. Donc j'effectue mon premier stage au sein de soins assistance. Voilà, moi je suis cadre infirmier en service d'onco, de médecine, plus particulièrement au bois Bregard. D'accord. J'ai le DU soins palliatifs aussi, quelques années. Bon, bien sûr, on a aussi des patients palliatifs, des patients qui sont pas de douleur. Oui, en médecine, de toute façon, c'est un peu comme nous ici, il y a un peu de tout. C'est à l'ordre du jour tous les jours. Oui, voilà. Très bien. On continue en 2 minutes à vous présenter peut-être? Vous voulez vous présenter? Oui. Sylvie, j'ai travaillé à Georges Flandre en tant qu'aide-soignante. Qu'est-ce que c'est Georges Flandre? Un foyer de vie. D'accord. Une femme. D'accord. Ok. On continue. Donc moi c'est Aïcha, je travaille aussi avec Sylvie, au même femme, je suis Donc moi je suis Ali, chargée de mission à la plateforme service à la personne étant de Berre et gérontologue aussi quand même, pour préciser. Voilà. Quand même. Rachida, je travaille aussi au foyer d'accueil médicalisé, je suis éducatrice. Moi je suis Camilla, je suis aussi du FAM, je suis aide-soignante. D'accord. Et vous aussi, je suppose. Oui, moi c'est voilà, je travaille en femme aussi en tant qu'AMP. Bon, alors nous on a choisi de vous présenter 2 cas. Voilà, il faut vraiment qu'on discute largement sur les prises en charge palliatives, sur les objectifs. Alors c'est un premier cas plutôt d'une personne douloureuse, et le deuxième cas, ça sera plutôt ciblé sur un soin palliatif. Alors donc le cas numéro 1, c'est une patiente de 84 ans qui est alitée et on nous a fait une demande pour une prise en charge pour des pansements complexes et la gestion de la douleur. Cette personne se trouve dans une maison de retraite, dans une EHPAD. Ça veut dire quoi, excusez-moi, pansement complexe? Alors pansement complexe, ça veut dire qu'il y a des pansements d'escar qui demandent du temps. Les soignants dans les EHPAD n'ont pas forcément le temps de faire ces pansements. Hein, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle les pansements complexes, les pansements dont vous avez une table ronde à côté, un atelier, les VAC, tout ce qui est VAC, tout ce qui est pansement à pression négative, c'est considéré comme un pansement complexe. Là, c'était simplement les esclaves. Donc, c'est une dame qui n'a aucune communication verbale, qui a un Algo plus à 4. Alors, l'Algo plus, je ne sais pas si vous connaissez. Non, du tout. Hein? Non. Donc, c'est pour évaluer la douleur chez quelqu'un qui n'est pas communicante, comme cette personne, on utilise une échelle qui s'appelle l'Algo plus. L'Algo plus, tu veux le présenter? Oui, si tu veux. Alors donc, l'Algo plus, en fait, c'est la seule échelle qui existe au niveau de la douleur pour des patients non communicants. Elle a été établie il n'y a pas très longtemps. Il y a
pas une dizaine d'années. Ah non, moins d'une dizaine d'années. 5-6 ans à peu près. Donc elle est quand même relativement récente. Et donc c'est une échelle qui comporte 5 domaines d'observation. Alors elle a été mise en place en fait par rapport aux bébés, aux nouveau-nés. Vous savez que la douleur chez les nouveau-nés, les enfants, en fait, n'était pas prise en compte. Et avec des études, etc., ils ont vu en fait qu'en observant un enfant, le rictus, le front, on peut voir qu'il y a une douleur. Donc à partir de ces observations-là, il a été mis en place cette échelle, donc Algo Plus. Donc les 5 domaines d'observation sont le visage, donc le visage, le regard, les plaintes, l'agrippement et la position du corps. Donc on va vous faire passer cette échelle. Ah ça y est, c'est fait, voilà. Donc à chaque domaine d'observation, donc on cote un item, donc le froncement de sourcils, le regard fixe, tout ça donne un score. Et par rapport au score, on voit la personne douloureuse. Alors c'est à partir de 2 sur 5 où vraiment il faut faire quelque chose et il y a une douleur avérée. Voilà. Donc chez une personne non communicante. Cette dame, elle avait un Algo Plus à 4. Donc autant vous dire qu'il fallait agir quand même assez rapidement. C'est-à-dire qu'elle avait les yeux fermés, elle avait le front baissé, elle était rétractée et gémissait. La position en chaîne de fusil, c'est ce que vous dites? Oui. C'est la position fétale en fait. Position fétale. Une personne qui normalement est droite dans un lit, quand elle se rétracte comme ça, c'est qu'elle a mal. Donc toute personne, voilà, à l'aide de cette échelle, peut évaluer une douleur chez une personne qui ne communique pas. Alors les soignants nous expliquent quand on les rencontre que la fille nourrit sa mère par une seringue. Vous voyez, c'est quand même un peu difficile ça. Oui. Et comme traitement, elle a du durogésique 25, c'est-à-dire un équivalent morphinique, la digoxine, cardégique et tarègue, que je pense qu'elle ne prenait pas parce que ça doit être un peu difficile quand même. Voilà, alors devant cette personne, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Si elle a une souffrance, elle souffre apparemment. Voilà, apparemment elle souffre, elle est douloureuse, puisque l'Algo Plus est à 4, c'est qu'elle est très douloureuse. On peut apaiser sa souffrance. Oui. Elle la rassure peut-être. Pardon? En lui parlant verbalement, déjà on essaie un peu de la rassurer. Voilà, on peut lui parler verbalement, tout à fait, oui. paisiblement, mais bon... Voilà, non, ça fait... Bon, la maltraitance, c'est pas parlé aussi, c'est clair. Mais je sais pas, chercher de la douleur. Oui, on peut essayer de chercher des douleurs, oui. Non, mais je pense pas que ce soit ça qu'on doit faire. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Il y a une douleur, donc la douleur, il faut la traiter. Pour la traiter, c'est vrai qu'il faut voir Il faut un peu chercher d'où elle arrive, comment elle arrive, à quel rythme. Alors après, on fait... c'est sûr que si elle est non communicante, on ne peut même pas lui demander où vous avez mal, parce que je pense que c'est la première question qu'on pose. Voilà, on ne peut pas lui demander. Oui, on ne peut pas lui demander. Où la mal. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde là? Je suppose que par rapport déjà à l'évaluation que vous avez faite, c'est vous qui avez déterminé par rapport à l'échelle. Voilà, tout à fait. C'était déjà de voir avec l'équipe en place, de revoir par rapport à ça, si eux, ils avaient bien évalué déjà pour commencer à cette échelle-là au niveau de la douleur, éventuellement les traitements, s'ils étaient adaptés déjà pour commencer au niveau de la posologie, et puis après, voir peut-être comment ils pratiquaient aussi les soins. De faire attention, de prendre soin, etc. Donc de voir un petit peu comment dérouler peut-être le soin par lui-même. D'emblée, il y a ce problème de douleur, ça c'est évident, donc il faut revoir le traitement de la douleur, ça c'est évident. Donc elle a un traitement par patch. Alors les traitements par patch, chez quelqu'un qui est douloureux, c'est pas pratique, parce que on ne peut pas augmenter facilement. Et il y a ce problème que vous avez soulevé, c'est lors des soins. Lors des soins, forcément, la personne est beaucoup plus douloureuse. Elle était déjà douloureuse au repos, mais alors lorsqu'on fait des soins, elle est encore plus douloureuse. Donc il y a un problème au moment des soins.
Donc il y a ces deux problèmes. Ah oui, donc ça c'est le problème de la douleur. Mais il faut savoir exactement aussi où on en est au niveau de la pathologie. Hein. Donc c'est une personne qui a une maladie d'Alzheimer qui date de 10 ans. Donc on sait qu'au bout de 10 ans d'évolution d'une maladie d'Alzheimer, on est un petit peu à la fin de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Hein. Cette personne, elle va mourir de sa maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça c'est important de savoir bien la pathologie, de savoir où on en est du stade de la maladie. Donc on se trouve devant un stade palliatif avancé. Hein. Ça c'est vraiment important de savoir où on en est. On sait qu'on ne peut rien faire de curatif. Hein. La personne, quoi que vous fassiez, elle restera comme ça. Donc les soins, ça va être des soins de confort. Il faut que cette personne soit confortable. Hein. Ça c'est vraiment important. C'est l'objectif des soins palliatifs. Hein. C'est vraiment le confort. Alors, la communication est très importante. Hein, la communication avec tout le monde, avec la famille, avec les soignants, et avec les médecins qui s'occupent d'elle. C'est vraiment important. Donc, information donc, du stade de la pathologie, information sur les possibilités de prise en charge à ce stade de la pathologie de la personne, de cette personne. Donc vous avez vu que donc, au niveau de la communication avec le médecin traitant et le médecin coordinateur de l'EHPAD. Donc la douleur, ça on l'a vu, avec une échelle numérique adaptée, ça on vous l'a présenté. Numérique ou... en l'occurrence. Comment? Oui, une échelle numérique. L'échelle numérique? Ah oui, vous avez dit l'échelle adaptée. Oui, non, une échelle adaptée, oui, mais celle-là elle n'est pas bonne, l'échelle numérique c'est pas bon. Il y a toujours des numéros, des chiffres. Avec une échelle adaptée, il faut enlever le numérique. Voilà. Donc le lit et le matelas, donc c'est important, le confort fait partie, le lit et le matelas font partie du confort. Comment? Oui, non, vous avez quelque chose... Non. Alors le lit, c'est très important. Des lits médicalisés. Voilà, un lit médicalisé et le matelas anti-escarre, c'est-à-dire un matelas à air là, hein, parce qu'elle avait des escarres un petit peu partout. Il faut qu'elle soit confortable. Donc ça on a changé. L'installation dans le lit aussi est primordiale. Hein, c'est qu'elle soit. On a des coussins. De positionnement à billes. Donc ça c'est très important d'en avoir plusieurs pour bien positionner la personne dans le lit. On a des grands traversins notamment qui permettent où on peut mettre des petits coussins entre les genoux, des petits coussins sous la nuque, enfin il faut en mettre un peu, voilà, qu'elle soit confortable. Il n'est pas là et donc l'installation dans le lit. Alors l'état buccal, c'est très important ça chez les personnes en fin de vie, en stade palliatif. La bouche. Il ne sera pas disponible du tout aujourd'hui. De l'après-midi. Quand vous dites état buccal, je suis c'est important par rapport à quoi? Merci. Parce que tout l'inconfort vient de la bouche. Enfin, beaucoup d'inconfort vient de la bouche. Vous avez tendance à avoir une bouche sèche, une bouche douloureuse. Donc c'est très important d'avoir une bouche, traiter cette bouche. C'est-à-dire faire des soins, les laver, faire des soins, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est faire des soins avec du bicarbonate, bicarbonate qui baisse le pH et qui évite les infections, par exemple. Okay. Rincer quand on le peut aussi avec du Coca-Cola qui évite les infections. Alors là, à ce stade, c'est pas possible, mais avec aussi de l'ananas qui fait sécréter les glandes salivaires et où il y a des enzymes qui aussi qui dissolvent les enzymes protéolytiques. Voilà, le Lanzoil aussi le Lanzoil qui assouplit aussi. Donc Lanzoil, c'est ce qu'on prend pour aller à la selle. Hein, c'est de l'huile de paraffine. Voilà. Donc ça, on perdisse la bouche d'huile de paraffine. Quand la bouche n'est pas propre, lorsqu'elle est chargée, lorsqu'elle est cartonnée, la personne est vraiment inconfortable parce qu'elle a très soif. Alors une personne qui ne mange plus, qui n'avale plus, forcément, si on ne lui fait pas un soin de bouche, ça va dégénérer, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire des soins de bouche.
Vous pouvez être très bien hydraté et avoir soif parce que votre bouche est sèche. Vous pouvez ne pas être hydraté et être bien parce que votre bouche est bien entretenue. Donc ça c'est vraiment très très important, l'état de la bouche. Il faut faire des soins 3-4 fois par jour, minimum. Quelquefois, vous avez aussi la personne qui respire par la bouche, en fait. Donc, ça, pareil, ça sèche. Donc, du coup, voilà, humidifier un maximum. Et c'est vrai que par expérience, au domicile, on a souvent des patients, on fait des soins de bouche. Mais quelquefois, en fait, la douleur ou l'inconfort du patient viennent tout simplement de la bouche. On fait un soin de bouche, le patient de suite... il est mieux, il se sent mieux. Ça peut paraître un peu beaucoup, mais voilà, c'est l'expérience qui nous. Ce sont des patients qui sont sous oxygène souvent. Donc ça assèche encore plus aussi. Alors donc on a discuté avec la famille, on a discuté avec les médecins, avec les médecins. Donc traiter la douleur, donc important. Donc comment on a fait pour traiter cette douleur? On l'a mise sous morphine en sous-cutané. C'est de beaucoup le plus pratique. Donc on utilise ce qu'on appelle une pompe à morphine, où on peut mettre la morphine en continu toute la journée et où on peut faire des bolus surtout. Des bolus, c'est-à-dire des interdoses. La morphine, on a un traitement de fond de morphine et puis lorsqu'on veut faire des soins, et puis on appuie sur une pompe et on a une petite dose de morphine qui permet de faire des bolus. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique chez la personne âgée, à ce stade-là, qui n'avale plus. Non, vous n'êtes pas... Non, vous dites oui pour la personne âgée, mais après c'est toutes les personnes en fait. Toutes les personnes, oui, en fait. Oui, mais là c'est parce qu'elle est une personne âgée en EHPAD. Alors ça pose aucun souci en EHPAD. Parce que ces pompes, d'abord elles marchent très bien, et ensuite s'il y a un problème quelconque, c'est vrai que nous on est disponible, donc on se déplace et on voit le problème qui se passe. Et en sous-cutané on peut se l'arracher, c'est pas un souci non plus. Donc c'est vraiment ce qui est le plus pratique pour traiter la douleur chez ces personnes. Voilà. Ensuite, l'arrêt de l'alimentation. Alors, je vous ai dit que sa fille nourrissait avec la seringue, ce qui est vraiment inconfortable quand même, et qui va, au niveau réflexion, au niveau éthique, nourrir quelqu'un avec la seringue qui se serre les dents, ça veut dire que la personne, refuse quand même quelque part. Donc, c'est quand même un peu douloureux quand même. Mais ça, c'est le problème de toutes les familles. Parce que tout le monde est attaché à l'alimentation. Tout à fait. On leur dit qu'il ne faut pas leur donner à manger. Pour eux, c'est quelque chose que les gens arrivent très difficilement à admettre et à comprendre. Tout à fait. Moi, c'est ce que les soignants m'avaient dit. Oui, bien sûr qu'il y a un risque de fausse couche, bien sûr. Plus la question éthique, l'arrêt de l'alimentation. C'est vrai qu'il y aura moins de risques que quand c'est des morceaux. Et donc je suis allée voir cette famille quand même, parce que moi ça me posait question. Même s'ils n'arrivent plus à s'alimenter, tout le monde tient à l'alimentation parentale. Alors qu'on sait que dans les 24 ou 48 heures qui vont à venir, ils risquent de décéder. Mais c'est quelque chose qu'on arrive difficilement à... On le fait pour faire plaisir à la famille en fait. Oui, mais après on peut expliquer que l'alimentation, même parentale, peut être plus délétère que s'il n'y avait rien du tout. Parce qu'il y a une surcharge qui se fait et ça peut même accélérer les choses. Mais je crois que les familles comprennent. Si on leur explique vraiment que justement que l'alimentation parentale est délétère, que ça entraîne des nausées, un inconfort, et que ça ne va pas entraîner, surtout ce qu'il faut expliquer, c'est que l'arrêt de l'alimentation ne va pas entraîner un décès le lendemain. Voilà. Parce que ça, on a l'impression que l'alimentation, c'est la vie et que le décès va se produire de suite. Quand on dit que le décès, que la personne qui s'arrête de s'alimenter... Je suis vraiment désolée. Quand on dit qu'on peut s'arrêter que le décès ne peut survenir que 2 mois après, je crois que là,
j'ai jamais vu quelqu'un qui refusait d'arrêter l'alimentation. Quand on a quelqu'un qui ne s'alimente plus, hein, on arrête l'alimentation, hein, cette personne, elle peut vivre encore 2 mois. Elle peut mourir le lendemain, bien sûr, mais elle peut mourir 2 mois. Sans s'alimenter? Sans s'alimenter. Elle peut tenir encore 2 mois juste avec ça peut se toutes comprendre, les... parce que quand vous avez affaire à une personne qui a 85 Oui. ans, 90 ans, Oui, oui. qui est dans un état comme ça, Oui, Oui, bien oui. avancé. c'est plus facile C'est à plus entendre facile, pour la tout famille. à fait, Mais quand tout c'est à une fait. personne de 50 ans, Tout à c'est fait. autrement, enfin, je veux dire, c'est Oui, c'est inconcevable déjà à la base, et c'est très difficile de le faire entendre. ce que je- C'est je difficile. conçois. C'est Et oui, parce que difficile. c'est pas du tout Mais pareil. alors, Enfin, les le ar- contexte n'est pas du tout le même. C'est vrai. Et Mais alors après, c'est les la ar- situation. Après, c'est la situation, c'est sûr. C'est sûr. Le deuxième argument, c'est que vous nourrissez la tumeur en priorité hein, avec l'alimentation parentérale. Et ça fait réfléchir aussi. Hein, ce qu'on leur donne en alimentation parentérale, ça va rien, ça c'est pas pour la personne. Hein. Ça va direct au niveau du cancer des métastases. Donc ça fait quand même réfléchir aussi. Hein, et que ça peut donc activer justement, comme tu disais, le décès. Et donc cette dame qui nourrissait avec la seringue et d'après les soignants qui voulait continuer avec la seringue, écoutez, une fois qu'on lui a dit que c'était inconfortable pour sa mère, que ça lui apporterait pas des jours en plus, elle s'est arrêtée hein, de la nourrir à seringue. Alors moi j'étais un peu inquiète parce que le lendemain je suis allée la voir pour lui demander comment elle ressentait ça, mais elle était apaisée, elle était vraiment apaisée, hein, franchement. Hein. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui ne... Enfin, oui, je crois que j'ai... Enfin, bon, il y a quelques cas particuliers quand même, hein, où on n'arrive pas, il ne faut pas exagérer. Hein. Mais le plus souvent, on arrive à arrêter et l'alimentation parentérale et l'alimentation à la seringue. Hein. Franchement, hein. Si vous expliquez bien, je vous dis qu'on peut vivre... Ou alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait un essai, vous voyez. On arrête 1 ou 2 jours l'alimentation parentérale et on voit comment est la personne. Ça, on peut le proposer. Et ça, je crois que personne ne peut le refuser. Hein. Et voir que la personne est mieux, parce que souvent elle est mieux hein, quand on arrête l'alimentation parentérale. Parce qu'il y a une quantité de liquide importante, il y a moins de nausées, la personne est plus paisible. Mais après, on continue. Hein. Voilà, cet argument est tout à fait valable, c'est d'essayer d'arrêter 2 ou 3 jours pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. C'est l'alimentation entérale aussi qui est très difficile à arrêter. On avait eu une personne qui avait une maladie d'Alzheimer, qui avait une alimentation entérale, donc c'était son mari qui s'occupait d'elle et qui l'aspirait toutes les nuits. Hein, donc il l'alimentait, il l'aspirait, il l'alimentait, il l'aspirait. Donc, et ça faisait 18 ans. Donc expliquer qu'il faut arrêter, qu'il faut diminuer, qu'il faut... Oh, quelle difficulté, hein, là c'est vrai que c'est difficile. Et là on avait profité du fait qu'une fois l'alimentation entérale avait saigné. Donc on lui a dit non, là il faut arrêter. Alors, on l'avait déjà expliqué, hein, que c'était quand même que la souffrance de la personne, là comme ça, l'aspiration toutes les nuits, ça fatigue, cette alimentation, aucune communication, quand même c'était vraiment de l'acharnement thérapeutique. Hein. Voilà. Là, c'est de l'acharnement. Voilà, c'est l'acharnement. Donc on lui avait expliqué, mais c'est dur hein, pour un mari d'arrêter tout ça. Hein. Et on avait profité du fait que la sonde avait saigné pour lui dire bon ben là on stoppe, hein, on arrête. C'était pas un grand saignement, hein, mais enfin. Voilà, ça avait suffi et on n'a pas repris parce que vraiment elle était tellement dans un état tel qu'il avait fallu elle avait des lésions au niveau des mains, c'était terrible. Hein. Donc voilà, c'est un travail à faire, mais je crois qu'il faut le faire vraiment, hein, parce que ensuite, quand quelqu'un s'arrête de s'alimenter, donc actuellement, donc je parle par exemple des maladies d'Alzheimer en fin de vie, hein, on arrête l'alimentation, donc une personne qui est grabataire, qui n'a aucune communication, il n'y a aucune indication de poursuivre l'hydratation aussi. Parce que ça n'entraîne rien de... ça va pas... ça n'entraîne aucun confort, l'hydratation qu'on poursuit, contrairement à ce qu'on pense. Hein, puisque je vous ai expliqué que la soif, elle vient de la bouche uniquement. Qu'on peut être hydraté et avoir soif si les soins de bouche ne sont pas faits. Alors que si les soins de bouche sont faits, et si même si on n'est pas hydraté, on n'a pas soif. Ensuite, ça diminue la durée de vie, ça c'est sûr. Hein, ça c'est certain.
Mais bon, une personne qui est comme ça, c'est l'acharnement de la faire continuer à vivre quand même. Hein. On n'attend pas. Elle serait en Afrique, elle serait morte depuis longtemps, vous voyez. Il n'y a pas de raison de la prolonger avec l'hydratation. Et ensuite, il y a l'inconfort, c'est l'urine, enfin c'est au niveau des changes. Hein, il faut la changer régulièrement, donc douleur au changement de couche. Les œdèmes aussi. Hein, les personnes qui font par exemple des AVC, qui ont des AVC qui sont on peut dire dans le coma. Hein. Si on continue à les hydrater sans les nourrir, ils vont vivre 2 mois, hein, comme je vous ai expliqué. Hein. L'arrêt de l'alimentation n'entraîne pas le décès tout de suite. Donc ces personnes vont vivre 2 mois, mais ils vont avoir des œdèmes absolument phénoménaux. Et ça, c'est douloureux pour tout le monde, hein, pour les soignants, mais pour la famille, pour le malade en premier, parce que on sait que le décès est à la fin, et on va l'entretenir là-dedans avec des œdèmes de plus en plus importants. Une famille qui est à bout de souffle qui va venir, voilà. Donc en théorie, hein, bon, c'est peut-être pas toujours, ça se fait pas toujours, mais en théorie, quand on arrête l'alimentation, il faut arrêter l'hydratation. Alors nous, on commence à la réduire le maximum à 250 cc des fois, quand on voit que la famille n'est pas bien prête, et après on arrête. Hein. Mais, ça veut dire qu'on laisse la personne s'éteindre doucement. Voilà, doucement, tranquillement, voilà. Oui, voilà, laisse s'éteindre doucement, exactement. Mais elle ne va pas mourir de soif ou de faim. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça qui. Voilà. C'est difficile. Ah oui, bien sûr. Et même pour nous aussi. Mais culturellement, de toute façon. Il y a quand même une relation un petit peu. Non, mais quand on sait qu'il y a de la vie, on l'hydrate. Tant qu'on sait qu'il y a de la vie. C'est difficile pour nous aussi. C'est difficile pour nous aussi. On peut arrêter l'eau avant. On peut arrêter l'hydratation. Il faut arriver. C'est un long cheminement. On est quand même soignant, donc notre but premier, c'est plutôt d'agir, pas de ne pas agir. Tout à fait. C'est d'où, enfin, je veux dire, c'est soigner. Complexe, voilà. Tout à fait. Le cœur du métier, et c'est encore, soigner. c'est savoir s'arrêter aussi. Mais enfin, c'est plus les soignants arrivent beaucoup plus à s'arrêter que les médecins. Oui. Oui, c'est vrai. Hein, parce que les soignants, ils sont près du malade toute la journée, donc on voit comment ils se comportent. Alors que les médecins passent un quart d'heure, 10 minutes, et pour eux, c'est un peu un échec que de renoncer complètement à soigner. Et c'est très difficile pour eux. Et pour la majeure partie des cas, bon, à part des gens comme vous peut-être, parce que vous êtes vraiment dans le soin palliatif, etc., ou les médecins qui sont en EHPAD ou tout ça, qui ont affaire vraiment à la personne âgée et aux soins palliatifs proprement dit, en unité de soins palliatifs. Pour tous les autres, ça reste très très difficile et ça reste encore, c'est un peu un tabou, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'arrive pas à dépasser. C'est la difficulté, tout à fait. Ça fait partie de la difficulté des soignants. Et puis c'est difficile pour nous soignants de faire entendre ça à la famille, alors que le médecin ne va pas dans le même sens que nous. Bien sûr, donc c'est ça le problème. C'est pour ça que les équipes mobiles de soins palliatifs ont été créées un petit peu. Hein. Je ne sais pas si vous en avez à Beauregard. Non, mais ça va se faire. Ah voilà, voilà, c'est super ça. Hein, c'est super parce que du coup on appelle l'équipe mobile et du coup voilà, il y a une évolution un petit peu comme ça. Oui, parce que c'est une culture autre. Dès qu'on a une équipe mobile, le médecin, les soignants sont tous d'accord entre eux. Et du coup, c'est vrai que ça évite les confrontations comme ça entre le patient, le médecin il a dit ça, l'infirmière a dit ça. C'est sûr que quand on n'est pas d'accord... On ne peut pas dire aux familles dire qu'on est un petit peu en porte-à-faux parce que le médecin vous dit de faire ça, de transfuser alors que le patient va décéder dans 3 jours. Bon, vous êtes obligé de le faire parce que vous êtes l'exécutant. Mais on n'est pas du tout en cohésion. Donc c'est ça, la difficulté, elle est là. Alors nous, domicile, ça va. C'est pas pareil, vous n'êtes pas dans un cadre hospitalier. Parce que dans la mesure où vous êtes à l'hôpital, vous allez à l'hôpital pour être soigné. Oui. Pour qu'on fasse pour guérir. Oui. Pour guérir. Pour soigner. Voilà. Alors que normalement, c'est pour prendre soin. Le nombre de patients qui arrivent aux urgences
Mais oui. qui ont 87, 88, 89, 90, 95, alors que normalement ils devraient rester tranquillement dans leur maison de retraite avec des soins de confort. Et quand ils vont être hospitalisés, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors on va leur faire un scanner, on va leur faire ci, on va leur faire ça, tout ça on va les emmerder. Pour que de toute façon, au bout du bout, ils vont peut-être mourir dans des conditions, dans de mauvaises conditions, alors que s'ils avaient été tranquilles dans la maison de retraite avec des soins de confort, ils seraient partis dans la douceur, entourés de leur famille. Voilà. Alors ça, c'est la problématique. C'est vrai que je disais ça parce que nous, au domicile, c'est quand même le médecin traitant. Mais c'est très difficile. Voilà. Nous, au domicile, c'est quand même le médecin traitant qui reste le prescripteur et celui qui est au plus près. Encore faut-il que le médecin traitant soit capable d'assumer. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est justement pour ça. Pourquoi les patients ils arrivent déjà. Voilà, parce que le médecin traitant ne sait pas quoi faire. N'est pas capable de gérer et n'a pas envie de gérer. Surtout quand c'est le vendredi. Et qu'après c'est samedi, dimanche et que bon ben après voilà. Alors c'est pour ça que nous on donc a, la solution aux urgences et c'est bien. Voilà, alors c'est pour ça que nous à domicile. Je crois que là-dedans on pense pas du tout aux patients. Voilà. On pense à tout sauf aux patients. C'est pour ça qu'en HAD, donc, nous avons des médecins coordonnateurs qui sont soins palliatifs, algologues, qui fait que ce maintien au domicile peut être fait. La famille ne va pas... enfin, le médecin traitant, ça arrive encore. Oui. Ça arrive encore, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Alors c'est vrai que les médecins traitants rencontrent beaucoup plus nos médecins à nous, qui leur expliquent bien que s'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à prendre en charge, si au niveau de la douleur ils ne savent pas trop, qu'ils n'hésitent pas à faire appel à nos médecins, qui du coup peuvent mettre quelque chose en place au domicile, et comme ça, en partenariat, ça évite les hospitalisations. Hein. Il y en a de moins en moins, mais c'est vrai qu'il y en a encore. Ça, quelquefois c'est la famille aussi. Qui nous appelle même pas, qui chante tout le monde, qui appelle l'ambulance ou les pompiers, voilà. Ça c'est sûr, on ne pourra jamais arriver à zéro. Enfin, quoique, on peut toujours espérer. On a quand même 80% de décès au domicile, hein. Voilà. Même un peu plus. Enfin, moi, j'ai entre 80 et 90. Chez nous, oui. Alors qu'au niveau national, il y a quand même encore 80% de décès à l'hôpital. Donc, voilà. On n'est quand même pas trop mal. C'est quand même arrivé, hein, même en France. Mais bien sûr, moi récemment, bien j'avais une sûr. patiente qui était en hospitalisation à domicile, Oui. pour laquelle j'avais fait une demande d'hospitalisation à domicile, justement parce que la patiente, son désir c'était d'aller chez elle, sa fille était d'accord, tout le monde savait qu'elle y allait pour s'éteindre tranquillement chez elle, et un jour, je ne sais pas ce qu'elle avait, elle n'était pas trop bien, ou le kiné, il a essayé de la lever, elle était l'infirmière de la Chalet. Elle a eu peur, elle a appelé je sais pas qui, le médecin traitant, elle a atterri aux urgences. Oui. Voilà. Oui, je vois. Et donc, voilà, elle est morte chez moi. Oui, enfin, dans le service. Et oui. Voilà. Donc, nous, on pensait qu'elle allait revenir. Normalement, oui, bah après, on arrive à un stade où c'est difficile de les renvoyer à domicile. Oui, tout à fait. Quand ils sont à moins du Ben oui, on n'a pas envie pas faire ambulance. Voilà. Alors, on les envoie à domicile quand on sait que c'est l'issue, mais qu'elle ne va pas être demain. Tout à fait. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait le patient aussi... est décédé dans les 2 ou 3 jours, à moins que ce soit vraiment le désir du patient et de la famille, on ne va pas les envoyer. C'est comme en nutrition palliative. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un en nutrition palliative si vous savez que dans 48 heures, il va être décédé. Sûr, je vous dirais, c'est pas faisable. Donc à ce moment-là, il vaut mieux que nous, service de soins, on assume. Bien sûr. Voilà. Mais il y avait un autre problème derrière, en fait. Il y avait un problème social, un problème de maintien par rapport à... Il y a des moments où elle était seule, enfin bref. Il y a eu d'autres choses qui se sont greffées derrière. Probablement, mais en fait c'était dommage. Mais c'est vrai que c'était dommage. C'est vrai qu'on se rend pas... Le domicile, quand on est hospitalisé, on ne se rend pas vraiment compte... C'est difficile de se rendre compte de ce que c'est. Parce que quelqu'un qui est tout seul et qui est en fin de vie... C'est difficile. C'est quand même pas évident. Ah oui, quand normalement, oui. Mais l'entourage, c'était quand même une charge très importante pour l'entourage. Avec de l'angoisse, beaucoup d'angoisse. Non, mais c'est pour ça que la réflexion en amont, de bien discuter avec la famille pour savoir s'ils sont vraiment capables d'assumer ça à domicile. Sinon, il y a aussi la solution des structures d'unité palliative. Oui, bien sûr. Ou de maisons de retraite ou autre. Bien sûr. Parce qu'après, c'est sûr que ça, c'est une problématique. Il y a des personnes qui sont capables d'assumer et qui veulent l'assumer. Et il y en a qui n'en sont pas capables. Donc à ce moment-là, il y a des solutions différentes.
Et il y en a qui s'en sentent capables, et puis au bout de quelques temps, ben, ils y arrivent aussi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans les maisons de retraite, maintenant, on fait facilement appel aussi à une HAD. Oui. Donc c'est une aide supplémentaire pour que les personnes, donc, parce que c'est pareil, en maison de retraite, c'est facile de l'envoyer à l'hôpital. Ah oui, bien sûr. Ça ne gêne pas.